Chers amis, ravi de vous retrouver pour notre séquence d'aujourd'hui portant sur le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation au Mali, qui s'est déroulé tout au long du mois de mai et qui s'est soldé en quelque sorte par à peu près quelques 300 recommandations. Pour ce qui concerne ce dialogue, en tant que tel, tant bien sur la forme que sur le fond, déjà sur la forme, il faut savoir que depuis que le président Assimi Goïta est au pouvoir, il y a 3 dialogues qui ont été organisés, donc les concertations nationales en septembre 2020, les assises nationales de la refondation en décembre 2021 et donc le 3e dialogue, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Et donc sur la forme, on va dire que rien n'a changé en fait. Et même en termes de recommandations, on va dire c'est à peu près les mêmes recommandations qui ont émergé. Et donc finalement, ce qu'on comprend, c'est que finalement, ces dialogues sont un alibi pour le pouvoir en place, en vue de faire avancer son agenda, l'agenda du régime qui est en place, le régime militaire. Donc en fait, ce que nous disons tout simplement, c'est que les militaires, en gros, ils sont à la recherche, si vous voulez, d'une certaine manière. Au Mali et au Sahel, de façon générale, les militaires sont à la recherche d'un modèle qu'on peut qualifier d'un modèle politique, pour dire les choses. Mais quel modèle les militaires, on va dire, du Sahel sont à la recherche, les armées du Sahel sont à la recherche. Donc, ils sont désormais, on va dire, l'armée est désormais dans ces pays un acteur politique. Et l'on s'achemine vers on va dire, une institutionnalisation de l'armée en tant qu'acteur politique à part entière. Mais quel modèle en fait? Et je crois que c'est là où ils n'arrivent pas tout simplement, où ils ne veulent pas pour l'instant être clairs, parce que est-ce que c'est un modèle à l'égyptienne ou un modèle à la soudanienne, où l'armée, on va dire, exerce directement le pouvoir, c'est-à-dire où c'est les militaires qui dirigent. Voilà, en Égypte ou au Soudan. Ce sont les militaires qui exercent directement le pouvoir, donc qui dirigent, qui sont chefs d'État. Et donc, l'armée est une institution, dans ces pays, une institution politique et économique, et sécuritaire en plus d'être une institution sécuritaire. Et il y a l'autre modèle, un modèle à la, on va dire, à la pakistanaise ou à l'algérienne, où l'armée exerce indirectement le pouvoir. Et je crois qu'au Sahel, si l'on regarde les Assimi, le capitaine Ibrahim Traoré et les Tchani, je crois qu'ils s'asséminent vers un modèle semblable, même s'ils ne l'assument pas. Parce qu'on voit clairement que c'est le but. Enfin, en soi, ce n'est pas un problème. L'armée peut, ils sont aussi, on va dire, des citoyens, ils peuvent exercer le pouvoir. Mais dans ce cas, ils doivent s'assumer en tant qu'acteurs politiques à part entière. Ça veut dire quoi? Quand on est acteur politique, quand on exerce le pouvoir, il y a un bilan forcément à assumer, que ce soit en matière, en plus de l'aspect sécuritaire, il y a un bilan à assumer surtout en matière économique. Et donc, vous savez, les demandes des populations sahéliennes aujourd'hui, même je dirais même africaines en général, c'est à peu près trois doléances, ou les 3 exigences des populations en Afrique, c'est d'abord la paix, la sécurité, paix. Ensuite, il y a un deuxième besoin des populations en Afrique aujourd'hui, qui est un besoin de développement économique, c'est-à-dire les emplois et les infrastructures. Les routes, etc., les hôpitaux, etc. Donc tout ce qui est infrastructure, donc développement économique, emploi, infrastructure. Et la 3e doléance des populations, ou revendication des populations sahéliennes et africaines de façon générale, c'est que les populations exigent des services publics fonctionnels. Donc si l'armée décide d'être
on va dire, un acteur politique à part entière, ben, elle doit bien évidemment assumer en fait, ou du moins satisfaire ses doléances. Et c'est là où les choses risquent d'être un peu plus compliquées pour les militaires qui prennent le pouvoir, qui ont pris le pouvoir en fait dans les pays de l'AES. Et donc au Mali, donc si on fait un bilan sur le régime Goïta, comme je l'ai dit, sur le plan militaire Goïta, les militaires qui sont au pouvoir au Mali, ils ont beaucoup travaillé sur le plan sécuritaire. Et voilà, ils ont, même malgré la fragilité de la situation, ils ont travaillé, il faut le dire, puisque le pays fait face à une crise sécuritaire aiguë, multiforme. Voilà. Et enfin, comme nous l'avons dit antérieurement, c'est-à-dire nous avons la rébellion, nous avons la lutte contre le terrorisme, il y a le banditisme. Voilà, il y a les conflits inter- et intracommunautaires. Donc sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup de... la tâche est vraiment titanesque, mais il se débrouille bien, on va dire comme ça. Même si, voilà, il y a encore des efforts à faire, quand même, il faut quand même tirer chapeau bas aux colonels qui sont au pouvoir au Mali, au Burkina Faso, au Niger, ils se battent. En fait, il faut le reconnaître. Parce que la catastrophe qui était annoncée après le départ des forces françaises, je dirais même occidentales, puisque enfin, il n'y avait pas que les forces françaises, hein, il y avait toutes les forces européennes au Mali. Et donc, avec le départ de l'aménagement, on avait annoncé une catastrophe. Mais ça n'a pas eu lieu. Donc, je tire mon chapeau aux militaires qui sont au pouvoir. Bravo, officiers et soldats maliens. Vous avez honoré, on va dire, les Maliens. Continuez à travailler davantage pour consolider, on va dire, les acquis en matière de sécurité. Donc, ce qui se passe au Mali aujourd'hui, de façon globale, hein, c'est qu'il y a une rupture entre l'armée et la classe politique. Il va être très difficile que l'institution militaire au Mali cède le pouvoir aux civils, c'est-à-dire à la classe politique. Pourquoi? Parce que la classe politique, en quelque sorte, n'a pas été à la hauteur, en fait. Je vais dire, elle n'a pas suffisamment défendu son armée. Et cette classe politique n'a pas été capable de condamner l'Occident quand il fallait le faire. Parce qu'il faut dire clairement les choses, même très récemment, le documentaire que Arte a publié sur les casques bleus allemands, c'est quand même scandaleux que des casques bleus allemands qui étaient censés aider le Mali à se retrouver sur le plan sécuritaire, en voyant qu'un camp militaire malien est attaqué en face. À quoi bon d'accueillir des forces étrangères sur son sol s'ils ne sont pas capables de venir aider les forces de défense et de sécurité lorsqu'ils sont en difficulté? Et donc la classe politique malienne a été incapable de défendre son armée. Et donc ça a créé, si vous voulez, une rupture. Donc il y a aujourd'hui une rupture entre l'armée et la classe politique. Et il va être très difficile que les militaires, même s'ils organisent des élections, qu'ils donnent aux civils, ça va être très difficile parce qu'il n'y a pas de confiance. Et la classe politique ne s'est jamais remis en question. Ils sont là pour blâmer l'armée ou dire que les militaires ils confisquent le pouvoir. Mais à un moment donné de l'histoire, il faut quand même dire que Paris ou la France, tout simplement, a tort. Ou que les casques bleus, ils faisaient pas le boulot. Voilà, il faut être capable de le dire. Mais le petit calcul d'intérêt personnel, parce que ma femme travaille dans une ONG allemande, dans une ONG française, dans une ONG norvégienne, etc., ou suisse, je ne vais pas critiquer. Parce que je vais pas, ou moi-même je suis consultant. Parce que la plupart, ils sont aussi consultants. Ou ils ont des sociétés qui travaillent pour des entreprises ou pour pour des ONG occidentales, ils ne vont pas faire la critique. Et du coup, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui une rupture entre la classe politique dans les États du Sahel et l'armée. Et il faut le dire, c'est que l'armée a été très négligée avec ces régimes, on va dire, dits démocratiques, parce qu'ils avaient peur
tout simplement d'une armée forte. Parce que l'idée, c'est qu'une armée forte allait faire un coup d'État. Non, pas forcément. Une armée forte ne fera pas un coup d'État si l'institution est dépolitisée et si, on va dire, les conditions des hommes sont bonnes. Il n'y a aucune raison que les militaires fassent irruption dans la sphère politique. Donc il y a beaucoup de choses. Il fallait réformer, il fallait constituer des armées fortes, mais dépolitisées et des hommes dans une bonne condition. Et il n'y allait pas avoir de soucis. Mais enfin, cette philosophie qui consiste à dire, ou tout simplement à traiter l'armée comme la paria, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez ce que ça a donné au Sahel. Quand le terrorisme s'est déclenché, ça a trouvé qu'on avait des armées que le nom, enfin, comme on le disait, les armées d'opérette. Et donc, qu'est-ce que ça a conduit? Tout simplement, les militaires se sont sentis humiliés et trahis. Et il y a ce sentiment que l'on retrouve parce que les militaires que j'ai rencontrés, on sent qu'il y a on va dire, il y a une forme je dirais pas de rancœur, mais il y a de l'amertume en fait. Et ce sentiment d'humiliation, d'affront, enfin, il faut quand même que la classe politique dans les États du Sahel se remette en question, parce que c'est la meilleure manière de rassurer les militaires aussi, parce que voilà, de démontrer qu'ils ne sont pas l'ennemi des militaires, parce que leur posture aujourd'hui, ça tend plutôt à conforter l'hypothèse qu'ils sont des ennemis des corps habillés, et ça pose problème. Et voilà. Donc en gros, c'est le problème qu'il y a actuellement au Mali. Donc le dialogue national, le dialogue intermalien, tout simplement, c'est une manière pour les militaires d'avaliser tout simplement leur agenda. Je vous remercie pour votre attention.